Je vous demande un petit peu de silence, s'il vous plaît. Je vous propose que nous puissions commencer notre séance du conseil municipal. Je voudrais évidemment vous remercier toutes et tous de votre présence pour ce temps de travail. Je voudrais saluer les habitants qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, l'ensemble des agents municipaux qui sont mobilisés pour que nous puissions tenir notre assemblée délibérante, et puis faire un salut particulier au Conseil du temps long, aux membres du Conseil du temps long, qui, j'espère, ce soir ne trouveront pas le temps trop long, puisqu'on va essayer d'organiser le conseil municipal pour qu'ils aient la parole assez rapidement. En tout cas, je voudrais les remercier d'être parmi nous pour nous présenter tout à l'heure leur rapport d'activité. Avant que nous commencions notre conseil, permettez-moi un petit clin d'œil et une pensée affectueuse pour Yamina Archi, qui ne pourra pas être présente aujourd'hui, parce que, vous le savez, elle a donné naissance à un petit Imran le 25 septembre dernier. Et donc, c'est Sylvain Prat qui rapportera ces délibérations. Mais je voudrais qu'on ait une pensée pour elle, pour Hamza, son mari, et puis pour le petit Imran, en lui souhaitant tous nos voeux de santé, de bonheur. Et bienvenue pour ce nouveau petit Cécile et toi. On pense bien à vous. Lors de ce conseil municipal, nous aurons 19 délibérations, dont 4 rapports d'activité, qui seront ceux de la métropole pour 3 services particuliers, mais également de l'ALEC. Et puis nous aurons, comme je viens de le dire, le rapport également du Conseil du temps long, qui nous sera fait en début de conseil. Je n'ai pas reçu d'interpellation citoyenne, et je constate avec vous que le quorum qui est fixé à 17 élus est atteint. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, donc Yamina Archi pour Sylvain Prat, Linda Boukatem pour Roselyne Blin, Charlie Sellona pour James Capoccioni, Lénaï Tran-Durand pour Alice Molon, Frédéric Méjean pour Clémence Aubert, Camille Petit pour Véronique Blanc et Flore Dardet pour Christine Lance-Lompin. Je vous propose que nous désignions 2 secrétaires de séance. Je vous propose les candidatures de Christine Lance-Lompin et de Jean-Yves Gobren. Est-ce qu'il y a sur ces 2 candidatures des avis contraires, des abstentions? Eh bien, vous voilà élu secrétaire de séance. Je vous remercie de votre travail. Pour l'ordre du jour, je vous l'ai dit, je vous propose que la délibération 19, qui est celle qui nous propose de prendre acte du rapport d'activité du Conseil du temps long, soit déplacée en début de conseil, au début de nos délibérations et juste après les prises d'actes habituelles, si vous en êtes d'accord. Donc je vous propose que nous commencions par l'approbation de la séance précédente du Conseil municipal. Donc le compte-rendu vous a été transmis à toutes et tous. Est-ce qu'il y a sur ce compte-rendu des remarques, des prises de parole, des questions? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante qui concerne le compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre sur délégation de signature du conseil municipal. Est-ce que sur ces prises de décision, il y a des remarques ou des interrogations? Je n'en vois pas plus. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Eh bien, elle est adoptée. Je vous en remercie. Je vais laisser la parole à Clémence Aubert, première adjointe en charge notamment de la participation citoyenne, pour dire un mot du Conseil du temps long. Et puis ensuite, je vous inviterai, après avoir suspendu la séance, à venir nous présenter votre rapport. Donc, Clémence Aubert. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération pour acter le rapport d'activité du Conseil du temps long. Donc, mise en place depuis 2011, ce Conseil du temps long réunit des habitants volontaires et tirés au sort, mais aussi des représentants associatifs et des élus municipaux. Donc, Alice Molon, Ziane Benalla Chalem, Thomas Grilou et moi-même faisons partie de cette instance. C'est un espace de dialogue collectif et prospectif sur l'avenir de la commune. Voilà, donc je tiens à saluer le travail de ces membres, donc des 23 membres actifs cette année sur 44 places, répartis en 4 collèges, donc sur des thématiques qui travaillent sur des thématiques différentes. Donc une thématique sur l'urbanisme et la solidarité, une sur la nature et la biodiversité, un groupe sur l'adaptation au changement climatique et les mobilités. Donc voilà, 23 habitants actifs, donc c'est quand même 50%. Je tiens à saluer quand même ce taux d'engagement pour une instance participative qui est quand même
assez important par rapport au retour d'expérience et aux autres instances qui sont mis en place dans les collectivités. Donc surtout que ce sont des habitants volontaires, engagés, voilà, qui nous donnent une vision éclairée sur les thématiques je viens de citer. Donc sans plus attendre, non, vous suspendez la séance, mais j'invite les membres du Conseil du Temps Long à venir faire leur rapport d'activité, et j'invite aussi les élus à poser des questions suite à ce rapport. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Donc, je vais évidemment suspendre la séance, ce qui veut dire, pour ceux qui nous regardent, ça ne veut pas dire qu'on va couper la retransmission, mais simplement la prise de parole dans les assemblées délibérantes est en priori réservée à ceux qui sont élus. Et on peut prendre la parole en tant qu'habitant ou en tant qu'intervenant extérieur, mais il faut techniquement et juridiquement suspendre la séance. Donc voilà, c'est fait. Je vais vous laisser la parole en m'associant aux remerciements qui sont adressés par Clémence Aubert. Et je voudrais rajouter un remerciement particulier aux agents de la commune, Rodolphe Dalban et Fanny Crouzet, qui sont les animateurs de ce conseil et sans lesquels le travail serait beaucoup plus difficile. Donc je voudrais associer les remerciements de la première adjointe et du conseil municipal à ces deux personnes en même temps que les membres du conseil. Fanny, je vous laisse la parole. Merci. Effectivement, je suis présente aux côtés de Rodolphe Dalban en tant animatrice de cette instance du Conseil du Temps Long, qui se réunit depuis 5 ans maintenant. Voilà, donc on a un échantillon des personnes qui participent et qui viennent régulièrement en réunion pour réfléchir à différents sujets, mais c'est eux qui vous en parleront. Donc, comme l'a déjà dit Clémence Aubert et Monsieur le maire, cette instance est là pour réfléchir à une vision stratégique de la ville et à un temps long qui dépasse du coup les échéances municipales et qui veille sur les projets portés par la commune sur un temps à 20, voire 40 années qui arrivent. Voilà, Rodolphe, peut-être quelques détails plus sur les... On avait prévu une présentation à 2 voix, c'est calé tout ça. Moi simplement c'était faire un retour avant qu'ils parlent pour chacun pour leur groupe sur l'avis du groupe de cette année. Cette année le groupe s'est réuni 3 fois en session plénière. Il s'est réuni 5 fois sur le sujet cœur de ville Fauconnière. Il a été très productif sur ce sujet-là. Il y a eu des sessions spécifiques temps long sur le projet cœur de ville Fauconnière et puis aussi les sessions publiques où ils étaient présents. Le groupe a notamment cette année beaucoup travaillé sur 2 sujets qui étaient très importants, ils le diront. Il y a l'histoire d'une charte et d'aménagement urbain et puis faire l'évaluation d'un plan de mobilité. Le groupe a aussi organisé des soirées à destination tout public, en partenariat notamment avec l'ALEC et puis le parc du Vercors, ils le diront aussi tout à l'heure. Voilà, pour cette année, en tout cas, avec Fanny qui anime ce groupe, nous, on constate que à la 4e année pleine, en tout cas de fonctionnement de l'instance, les membres, comme l'a dit Clémence tout à l'heure, sont une vingtaine de toujours présents. Et du coup, on sent dans le groupe maintenant une connaissance mutuelle et du coup un plaisir à se retrouver. Enfin, pour nous, en tout cas, avec Fanny, on a plaisir à les retrouver. Et on trouve que cette année, le conseil, qui était voulu comme une instance un petit peu de prospective et puis entre guillemets, de poil à gratter pour les élus, de proposer des choses qui des fois remuent un petit peu, on trouve que ce conseil-là joue pleinement son rôle cette année, en tout cas l'a bien joué. Donc je vais leur laisser la parole pour confirmer ce que nous venons de dire. Donc je ne sais pas quel groupe on commence, c'était le Nature et Biodiversité, je ne sais pas qui, c'est Fabienne, c'est ça? Oui, bonsoir. En ce qui nous concerne, notre groupe est un petit peu faible en effectif, mais on est très mobilisé parce qu'effectivement, ça chapeaute et ça complète complètement les autres thématiques et c'est essentiel. Donc, on est plutôt motivés. Et je suis très contente parce qu'on va accueillir une nouvelle personne cette année, donc je pense qu'on sera un peu plus concret pour l'année prochaine. Essentiellement, on a travaillé sur l'atlas de la biodiversité, qui maintenant est redevenu quand même moins chapeauté par le parc du Vercors, mais je pense que c'est quelque chose qui doit continuer. Et on essaiera dans l'année là, de faire, je fais à la fois perspective et résultat, on va essayer de faire une réunion ou une sorte de visite pour essayer d'inventorier au maximum la faune, flore et
et les champignons, pourquoi pas, sur ces cinets avec l'aide probablement d'un intervenant. On a été très occupés effectivement par le projet Fauconnière et Cœur de Ville et on a participé donc aux discussions pour l'élaboration de la charte de la ville et on s'est impliqué en particulier aussi dans le verger collectif parce que c'est aussi un exemple pour apporter la nature près de soi et puis faire découvrir dans un cycle d'une année, de 2 années, cycle des saisons, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un arbre qui fleurit, qui donne des fruits et qui crée des cachettes pour oiseaux et insectes en particulier. On est un petit peu embêtant des fois, donc c'est vrai que Michel en particulier a pas mal, on a essayé de sensibiliser sur la problématique des scolites qui arrivent dans les forêts d'épicéas actuellement. Bon, il semble qu'on est un petit peu préservé à ces cinets parce qu'on n'a pas des forêts entières d'épicéas, mais n'empêche que c'est une maladie, ce sont des parasites, oui, qui se propagent et qui détruisent les forêts d'épicéas très vite. Donc il y a une manière de bloquer ces phénomènes sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Et autour de la forêt, on a débuté une rencontre avec l'ONF pour justement voir comment était la mise en place des procédures de gestion de cette forêt, qui est intéressante au niveau de ces cinets puisqu'elle est variée, avec à la fois des feuillus, quelques conifères, et ça donne un peu d'espoir, je dirais, parce que c'est des forêts qui sont relativement résilientes, mais il faut bien sûr considérer de la garder et de l'améliorer pour qu'elle garde ses capacités. Et donc, s'il y a des coupes, quelles sont les plantations qu'il faut faire, et bien sûr être toujours vigilant pour nous préserver des incendies possibles, car la sécheresse est toujours là et ce sera quand même l'enjeu du futur. Et sur des travaux donc peut-être plus généraux, dans lesquels la commune est impliquée, donc on a été invité à participer au comité de suivi de l'ENS Falaise, donc ça c'est intéressant effectivement parce que elles sont juste au-dessus de nous et c'est intéressant de préserver ce qui nous protège aussi d'une certaine manière. Et donc c'est quelque chose qu'on va continuer bien sûr. Et de même, j'ai été récemment à la réunion du Papy-Drac. Le projet Papy-Drac est un projet un petit peu très très ambitieux, certes pour protéger ces cinets, mais les impacts de travaux de cette ampleur sont importants et essayer de minimiser et de conserver la faune, la flore, les arbres qui ont pu s'installer dans le Drac au plus près de chez nous, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai qu'au cours de la réunion, je n'ai pas vraiment cerné comment on allait, nous, bénéficier de ces travaux, si ce n'est de protéger, bien sûr, les habitants en renforçant la digue, ce qui est nécessaire certainement, mais il y a beaucoup d'autres choses auxquelles on peut faire attention. Je crois que j'en dirai pas plus, hein. Et puis je vais laisser la parole à mes collègues et remercier toute l'équipe et toutes les autres équipes parce que c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup en collaboration et c'est sympa. Eh ben non. J'ai pas prévu. C'est dommage, il est vachement joli. Merci. Alors,
pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Caroline Cesbron. Je représente le groupe voilà, Adaptation au changement climatique. Sur le bilan 2024-2025, on a fait un joli papier en forme d'escargot avec du jaune, du vert, de l'orange et du rouge. Alors comme vous ne le voyez pas, c'est moins rigolo, ça fait un jeu de loi avec un dé. Là, c'est plus, du coup, c'est pas très ludique. Merci. Donc, l'objectif de cette présentation, c'était de montrer voilà, ce qui avait été fait, ce qui était en cours et ce qui restait à faire. Donc, ce qui a été fait, c'est l'installation des bancs ombragés, puisque notre thématique principale, c'est quand même la végétalisation de la ville et la plantation. Ça prend du temps, donc ça s'inscrit bien dans le Conseil du temps long. Donc l'installation des bancs ombragés qui était le résultat d'une réussite d'un projet participatif. Donc vous avez pu constater que c'est bien avancé, ça pousse. Donc ça c'est bien, on est content. Le deuxième petit projet qu'on avait mené, c'est qu'il y a un membre du conseil, de notre groupe, qui a fait un flyer pour essayer d'attirer de nouveaux talents au conseil du temps long. Voilà. Ensuite, on a effectivement mené 2 ateliers énergie. Alors, ceux de l'année dernière, ils avaient super bien marché. Enfin, c'était plutôt une conf et c'était vraiment très intéressant, très technique, mais très intéressant. Donc, cette année, on a voulu être plus opérationnel et plus en direction d'un grand public en faisant des ateliers vraiment branchés économie d'énergie. Bon, le résultat est vraiment décevant, donc voilà, je pense qu'on va passer à autre chose, on ne va pas reconduire la modalité, parce que ce n'était pas quand même très concluant. Donc du coup, c'était pour ça que c'était en jaune, que ce n'était pas complètement en vert. En orange, c'est-à-dire en lancé, on a les pieds d'arbres, donc les tilleuls du lycée Bergès. On a fait une cartographie de tous les pieds d'arbres publics de Cessinay-Parizet. Et dans cette cartographie, on a distingué selon 3 degrés d'état des pieds d'arbres. Bon, mauvais, enfin abominable, on va dire. Et donc on a sollicité la métro pour une opération de renaturation en fait, de ces pieds d'arbres, histoire de prolonger la vie de ces arbres. Il y a un magnifique ensemble de tilleuls en face du lycée, et dont les pieds sont en très mauvais état. Et on avait alerté la métro là-dessus. Et donc, aujourd'hui, je ne sais plus trop si ça va être fait ou pas fait. Oui, ça va être fait. Donc là, au moment où on a fait le bilan, on n'était plus du tout certain que l'opération allait suivre normalement son cours. Donc du coup, on l'avait mis en orange en disant on veut que ça avance là-dessus. Donc du coup, voilà, si ça avance, super. On va vite en profiter pour trouver un nouveau périmètre à améliorer. Il y avait un deuxième projet qui s'appelait des cheminements ombragés. Donc notre idée, c'était de partir dans Cessinay. Vous savez qu'il y a plein de cheminements piétons, et que ces cheminements piétons qui permettent d'aller d'un bout à la ville, en fait, ils ne sont pas forcément continus, ils sont même plutôt souvent discontinus. Et ce qu'on trouverait intéressant, c'est de les ombrager de façon continue, et tout spécialement dans un sens Drac-Vouillant. Donc on avait fait une carto pour indiquer quels étaient les cheminements là où ils existent déjà, et là où on pourrait les continuer à peu de frais, en les végétalisant, de façon à ce qu'on puisse traverser la ville en étant à l'ombre, du Drac jusqu'au Vouillant, ou l'inverse. Donc on a fait cette carto. On a demandé, on avait l'ambition de faire financer ce projet dans le cadre de la compensation justement du Papidrac. Bon, là, ça risque d'être compromis. On a assisté à la réunion qui était sur ce plan-là extrêmement décevante pour nous, hein, mais voilà. On reviendra quand même là-dessus. Donc c'est en orange, c'est-à-dire que c'est loin d'être fini. Mais on reviendra parce que avec un investissement relativement faible, il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant, puisqu'il y a déjà, encore une fois, des cheminements piétons qui sont déjà partiellement ombragés sur Cessinay. Voilà.
Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi quand même il y avait un autre projet qui était vert, qui avait été fait, c'est la déclaration des droits de l'arbre, donc qui a été adoptée le 19 mai 2025. Bon, voilà, ça c'était en vert aussi. Voilà. Alors, ce qui reste vraiment à faire, il y a un projet qui est dans notre camp. Enfin, c'est nous qui devons le porter. On avait un projet de rencontrer les membres d'une association qui s'appelle Aux Arbres Citadins. Notamment, il y a un correspondant à Mélan. Donc, on va mener ce projet avec l'équipe voilà, cette année. On l'a mis en rouge parce que ça, c'était un projet qu'on devait lancer et il est pas du tout démarré. Donc, on va le faire cette année. C'est pas très compliqué et il peut en ressortir des choses très, très intéressantes en termes de benchmark par rapport à une autre commune voilà, du territoire. Et ensuite, on voudrait avancer sur le projet du permis de végétaliser, donc, qui a été mis en place dans d'autres communes. Voilà, donc on a eu déjà des rencontres, mais qui n'ont pas débouché. Donc là, c'est pour ça qu'on a un petit bonhomme qui fait... Parce que là, la balle n'est pas dans notre camp, elle est dans celle de la mairie. Donc, on gratte. On voudrait bien que ça avance, on voudrait bien avoir des réponses. Voilà, donc on reviendra là-dessus, on ne va pas vous lâcher comme ça. Voilà, donc ça c'est le bilan 24-25, avec des petites perspectives sur ce qui va se passer en 25-26, où on va essayer de faire aboutir ce qui est déjà lancé et vous aiguillonner pour aller dans le sens où on voudrait que ça aille. Merci de votre attention. Bonsoir. Donc, groupe Urbanisme et Vivre Ensemble. Donc, cette année, nous avons surtout travaillé sur la charte de l'urbanisme. Pour construire cette charte, nous avons eu des interventions aux plénières du Conseil du Temps Long. Nous avons aussi créé des groupes de travail. Nous avons pu rencontrer les élus et les techniciens de la ville, service urbanisme, les adjoints et monsieur le maire. Nous avons aussi pu rencontrer tous les autres membres du Conseil du Temps Long, les autres groupes, afin de pouvoir transcrire leurs interventions dans la charte. Nous avons organisé au cours d'un Conseil du Temps Long un atelier sous la forme d'un jeu de rôle. Nous l'avons aussi fait avec des élus. Ça a eu beaucoup de succès. Bien sûr, pour pouvoir l'écrire, nous avons fait pas mal de recherches et de lecture de documentation. Enfin, nous avons quand même rédigé cette charte. Et cette charte est découpée en 5 chapitres. Donc, il y a l'identité de la ville et son contexte, la nature en ville et la biodiversité, les usages, les citoyens et usagers, la qualité de vie et la composition urbaine et la mobilité. La rédaction est terminée, aujourd'hui terminée. Nous l'avons terminée la semaine dernière, donc c'est vraiment très, très frais. Je pense que vous allez, je pense, en avoir connaissance prochainement, puisque maintenant nous sommes en train de faire la mise en page et de mettre des gravures. Donc elle vous sera sûrement donnée prochainement. Elle sera officialisée au prochain conseil municipal. Ouais. Au prochain conseil municipal, nous vous en parlerons un petit peu plus. Vous revenez le mois prochain. On revient votre fois. Nous non plus. Voilà. C'est vrai que la rédaction a été laborieuse. Nous sommes partis de rien du tout. Et c'est vrai que nous avons dû travailler avec acharnement. À temps et à contre-temps. Ah oui. Mais on a été aidés à la fin par Élise, qui faisait partie du cabinet qui travaillait sur le projet Fauconnière, c'est ça? Qui a bien finalisé la chose. Et on la remercie. Voilà. C'est tout pour nous. Bonsoir, donc on est le dernier groupe. Il y a Mathieu, Thierry et moi-même Yves qui nous sommes là pour le présenter. Il y a Thomas aussi qui fait partie en tant qu'élu de notre groupe. Donc nous, on représente le groupe des mobilités donc sur la commune.
Cette année, on est parti du plan de mobilité qu'avait réalisé Lisanne Bernier en 2021, sur lequel elle a établi 4 parties, on va dire, d'études. La première, ça correspond aux structurations et réalisations du réseau cyclable. La partie 2, c'est sur tous les cheminements piétons. Et la partie 3, sécurisation des abords des écoles, développement de l'écomobilité. Et 4e partie, c'est incitation à la population au changement donc, des méthodes de mobilité. Donc en tout, il y a eu 38 actions qui ont été définies par Lisanne. Et ce qu'on a fait, donc là, il y avait un planning qui était fait, qui s'arrêtait normalement en 2026, de façon à ce que toutes les actions qui étaient prévues ont pu être réalisées ou pas. Donc on est chacun allé sur le terrain, on a pris les actions, chacun un petit peu un nombre, et on est allé voir donc effectivement l'état des lieux donc, de ce qui se passait par rapport au plan de mobilité. Et à partir de ça, on a fait un fichier où on disait l'état des lieux justement de la situation. On symbolisait aussi par 3 couleurs, vert, orange ou rouge, pour savoir justement si ça a été fait, pas fait ou en cours de réalisation. Et à partir de là, on a rencontré au mois de juillet donc Richard Edalen, donc, qui est le directeur des services techniques, qui nous a complété le tableau en indiquant justement ce qui a pu être fait au niveau de la mairie. Le problème qui se trouve, c'est qu'il y a des répartitions, on va dire, des travaux qui sont à faire entre soit la commune et le Grenoble-Alpes Métropole, soit directement par ce qu'on appelle le GAM, donc Grenoble-Alpes Métropole. Donc en tout, il y a 38 actions. On s'est rendu compte qu'il y en a 16 qui étaient réellement de la commune, 8 qui étaient en commun avec le GAM et 14 uniquement du GAM. On a 7 actions qui sont vraiment au vert, on a trouvé 17 qui sont à l'orange et 14 qui sont en rouge. Alors un exemple, ça représente quoi les actions vertes? J'ai pris une action au hasard, donc neutraliser des places de parking en amont des passages piétons. Et bien ça a été fait pratiquement sur l'ensemble de la commune, sur tous les passages piétons qui étaient à risque d'incident ou d'accident par rapport donc à la population. Une action de type orange, il y a eu par exemple, c'était améliorer la visibilité des pistes cyclables avec le marquage au sol. Donc il y a plusieurs rues ou boulevards de la commune qui étaient impliqués. Et retour a été fait donc, avec l'avis de Richard. Finalement, c'est une action qui dépend uniquement que du GAM et du coup, manque de budget. Et hormis les axes qui sont à contresens, le reste ne sera pas traité. Enfin, les actions en rouge, un exemple, c'est l'aménagement en vue des ralentissements de la vitesse. Alors par contre, ça n'a pas été pris en compte non plus parce que le SMAG et le MTAG ont trouvé que les passages étaient trop surélevés pour le passage des transports, donc des bus par exemple, et du coup, rien ne pourra être fait par rapport à cette situation-là. Donc en conclusion, on se rend compte qu'effectivement, la commune a pris acte de certaines actions qui ont pu être mises en place, mais elle n'a pas la main sur tout, puisque pas mal dépendent à la fois du GAM ou d'une action commune entre les deux. Donc on se posait la question, c'est quel levier a réellement la commune pour pouvoir faire avancer les projets et arriver à un plan de mobilité qui soit totalement vérifié et toutes les cases sont cochées au vert. Donc ça, on n'a pas trop la réponse pour le moment. Par contre, on a eu des informations de la part donc, du directeur des services techniques, donc de Richard Adelaine, qui nous a dit qu'il y avait un schéma directeur des itinéraires cyclables qui était mis en place et sur lequel l'objectif est d'inscrire à terme un aménagement structurant. Le résultat sera fourni en 2026. Donc nous, sur l'année à venir, on restera un peu vigilants pour voir justement quels sont ces résultats, les analyser et voir si on peut mettre en place des actions de notre côté pour améliorer. Et enfin, c'était généraliser le CD et le passage pour les cycles au niveau des feux rouges, où là, donc, il y a eu une présentation qui a été faite et apparemment, l'action a été prise en compte et il y aura aussi un retour qui doit être fait, je crois, sur ce semestre-ci, avec éventuellement l'action de la mairie, c'est de prendre un arrêté de police de circulation et après transmis donc, au niveau de Alpes Métropole de façon à voir ce qui va être mis en place. Voici à peu près pour le bilan de ce qu'on a fait cette année. Pour ce qu'on va prévoir de faire l'année prochaine avec l'équipe normalement qui sera renouvelée, on va continuer justement ce plan de mobilité, être vigilant par rapport aux actions qui sont mises en place et le retour qui va être fait. Et également, on voudrait traiter surtout la partie des pistes cyclables aussi pour voir comment peut se faire correctement la liaison des gens qui sont assassinés, mais aussi de l'inverse, de toute la partie autour, de façon à communiquer avec les autres communes.
Parce que souvent, on se rend compte du piste cyclable à un moment donné dans Cessinay, puis après, quand on change de commune, soit il faut changer de trottoir, soit c'est arrêté parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Donc on va un petit peu se pencher sur ce problème-là. Voilà, si vous avez des questions, on est là pour... Merci. D'abord, on applaudit, ensuite on interroge. C'est l'ordre normal. Merci pour ces présentations et merci surtout pour la qualité du travail qui est réalisé, parce que ce qui est important et intéressant pour nous, c'est de voir que vous avez vous donnez les moyens de vos ambitions, et en lisant votre rapport d'activité, on mesure vraiment l'ampleur de la tâche. Et je voudrais vraiment saluer votre mobilisation, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans cette époque là, de crise de l'engagement citoyen et compagnie, mais on voit que des habitants qui s'engagent de manière bénévole pour donner un cap, être un peu poil à gratter et en même temps réfléchir dans le cadre de l'intérêt général, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Nous, en 2020, on s'était engagé à mettre en place ce qu'on appelait des commissions extra-municipales à l'époque, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on invite des gens qui ne sont pas des élus à faire un travail d'accompagnement et d'aide à la décision et d'incitation à l'action. Et finalement, ça s'est matérialisé de cette façon-là. Et je trouve que c'est vraiment très riche parce que vous êtes en totale indépendance. Vous n'êtes pas là pour cirer les pompes ou nous cirer la planche. Mais vous êtes là pour faire avancer le débat. Et je voudrais vraiment vous en remercier parce qu'au-delà même de la mobilisation et de l'engagement qui est le vôtre, il y a aussi une vraie honnêteté intellectuelle et un travail qui n'est pas un travail partisan pour ou contre. Et ça, encore une fois, dans cette époque un peu complexe, je trouve que ça fait du bien. Et ce qui est aussi intéressant dans vos propos, mais on en parlera certainement tout à l'heure, c'est éclairer le fait qu'une décision n'est jamais simple et qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir pour faire, et qu'il convient parfois d'accommoder les multidécisionnaires, de trouver des moyens, de prendre le temps. Et c'est vrai qu'on peut lire parfois de l'impatience, ce qui est légitime, parce que quand on a envie d'agir, on souhaite que l'action elle soit traduite immédiatement par des faits. Vous mesurez à quel point nous aussi, dans l'ensemble du conseil municipal, on peut être impatient de choses qu'on lance et qui mettent un temps fou, d'après nous, à arriver, mais ça fait aussi partie de la complexité administrative, des éléments réglementaires et puis de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. En tout cas, merci de nous aider à cela, et en tout cas, nous, on est très sensibles, y compris à la franchise. J'insiste, je dis un dernier mot là-dessus, parce que dans le contexte politique qu'on traverse, je crois qu'il faut que personne n'ait peur de la parole citoyenne, parce que quand elle est éclairée et que les personnes sont formées et ont tous les enjeux en tête, en fait, même si ce n'est pas toujours agréable à entendre, qu'on n'avance pas assez vite, que des décisions pourraient être prises différemment, ça permet simplement de faire avancer les choses. Et nous, avec humilité, parce que c'est sûr que quand on pilote une collectivité, on n'a parfois pas envie d'entendre qu'on se trompe ou qu'on ne va pas assez loin ou qu'on prendrait des décisions différentes. Mais c'est vraiment utile quand même de garder ce lien permanent, et il exige évidemment la franchise. Donc merci pour les qualités que vous développez et que vous continuez à déployer tout au long de ce mandat, et en particulier dans ce rapport. Alors, est-ce qu'au sein du conseil municipal, il y a des interrogations? Je crois qu'Alice avait levé la main. Donc Alice Molon, élue adjointe en charge de la transition. Oui, voilà. Donc, je vais m'exprimer au titre d'adjointe, mais aussi de membre du Conseil du temps long. Simplement, donc, moi, je n'ai pas de questions, mais je souhaitais simplement vous remercier. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous au sein de ce Conseil du temps long. Je tenais à saluer votre sérieux, votre sens de l'engagement. C'est vrai qu'on est dans une époque où, au niveau de l'État, le sens des responsabilités n'est peut-être pas mesuré par tout le monde. Et vraiment, je trouve que à Cessinay, notre conseil du temps long, il est admirable. Ça fait pour la plupart d'entre vous plusieurs années que vous êtes engagés donc dans ce conseil du temps long. Vous découragez pas, vous poursuivez avec un sérieux qui est vraiment louable. Les missions qui vous ont été confiées. Et je tenais vraiment à vous redire le plaisir que j'ai de travailler avec vous et saluer votre sérieux et ce sens des responsabilités qui vous honore. Un petit merci aux agents qui permettent de rendre cela possible, Fanny et Rodolphe, qui permettent de mettre en lien ce conseil du temps long avec les services, avec les agents, des différents services qui ont les prérogatives qui intéressent le conseil du temps long. Et un merci aussi tout particulier à Clémence, notre première adjointe. C'est vrai que charger une première adjointe du rôle d'animer la démocratie de proximité, ça a pu faire tiquer au début. Je pense que c'est quand même quelque chose d'un petit peu ovni, ou en tout cas ça l'était en 2020. Chapeau à toi.
parce que je pense que voilà, on peut quand même te remercier pour toute l'énergie que tu mets dans ton mandat et les choses que tu as accomplies. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole parmi les élus du conseil municipal? Je suis sûr que Laura elle a quelque chose à dire. Donc, Laura Siffer, vice-présidente de la métropole en charge du cycle de l'eau et conseillère municipale en charge de l'intercommunalité. Surtout conseillère municipale ici. Non, juste, merci à vous pour la présentation et puis pour le travail effectué. Et vu que je suis conseillère métropolitaine, pour élargir un peu, je pense que toutes les thématiques que vous avez abordées, elles sont en lien direct avec toutes les actions qu'il y a dans le plan climat métropolitain qui se déclinent dans nos communes. Mais le plan climat est en cours de révision à l'échelle métropolitaine. On essaye d'aboutir à quelque chose avant la fin du mandat. Et du coup, comme vous avez parlé de perspective, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder parce qu'il y a du coup des actions prévues par la métropole, soit par la métropole, soit au sein des communes, et qui s'inscrivent dans toutes ces thématiques-là et qui vont jusqu'à objectif 2030, 35, 50. Et donc je pense que dans une perspective de temps long, c'est intéressant de regarder vos thématiques par rapport à ce plan climat et pouvoir justement peut-être prioriser certaines choses ou le signaler si vous trouvez qu'il en manque, etc. C'est un peu ce qui nous manque d'ailleurs justement par rapport à ce que je veux juste rajouter simplement, c'est que nous, il nous manque aussi cette vision-là, justement au niveau de la métro, puisqu'il y a des actions qui sont de leur ressort, mais en même temps aussi avec la commune, et on n'a pas cette visibilité-là, nous, de notre côté. Donc c'est un petit peu gênant. Voilà. Alors, il y a un vrai sujet qu'on a essayé de traiter pour les jeunes. On a fait rencontrer le conseil municipal des jeunes, on les a fait rencontrer des élus jeunes d'autres communes. Et il me semble que ce serait peut-être aussi intéressant qu'on puisse avoir un temps de réflexion avec les instances de participation à la fois métropolitaines et d'autres collectivités. On a par exemple le conseil de développement que vous avez en partie rencontré parce qu'il y avait tout le travail qui a été fait sur la forêt et qui, lors de leur présentation, avait incité à ce qu'on puisse faire du lien. Donc peut-être qu'on pourrait organiser une rencontre pour que vous ayez un échange et puis peut-être aussi voir aussi les élus métropolitains. Parce que finalement, les élus métropolitains, leur boulot, c'est aussi d'entendre ce que des représentants locaux de citoyens peuvent avoir en tête et sur les différents sujets. Et on s'était dit d'ailleurs, en pensant au groupe Urba et en pensant au travail qui est fait sur la charte, qu'il serait certainement intéressant que vous ayez une présentation du PLUI bioclimatique qui vient d'être adopté à la métropole et qui a des incidences importantes et qui se rapproche beaucoup du travail de charte. Et donc peut-être qu'on pourrait, pour aller encore plus loin, parce que l'objectif c'est toujours de continuer à tirer le fil de cette pelote qui nous mène tranquillement vers 2050, 2060. Enfin, c'est un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. Mais peut-être qu'il y a ce travail à faire avec la sphère métropolitaine. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut vous proposer. Oui. Retenu un autre titre pour le document, c'est le titre de repère pour notre commune, plutôt que charte. Ouais. Voilà. Donc, parce que on a pensé que charte, ça faisait un petit peu, trop, voilà. Trop terminé, alors que le but, c'est que ce ne soit pas terminé. Des repères. Voilà, donc on a justement, lors de la dernière séance de rédaction, nous avons changé le titre. Ok. Et donc, sur la charte, comme sur les mobilités, comme sur le changement climatique, comme sur la biodiversité, on a aussi des réponses à vous apporter, parce qu'en fait, ce qu'on constate en lisant votre rapport, qui a un regard un peu rétrospectif sur l'ensemble du mandat, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par la commune, dont vous êtes à l'origine. Et Caroline Cesbron a évoqué la question du don d'arbres, a évoqué la question des haltes. Ça, c'est quand même des sujets, là. Vous avez parlé, M. Ninet, aussi de tout ce qui est fait sur les priorités vélo, là.
Là, on a non seulement des arrêtés à prendre, mais on a aussi des investissements qui ont été fléchés par la métropole sur des questions de priorité au feu et qui vont être mis en place dans les semaines qui viennent. De même sur la question du décroutage des pieds d'arbres et de la valorisation, il a fallu le temps qu'on y arrive, mais ça va être fait. On aura le colimaçon en verre l'année prochaine, on en sera heureux. Et en fait, c'est des choses qui mettent du temps, mais qui aboutissent. Et sur tous les sujets sur lesquels vous posez des questions à juste titre, ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'on constate que depuis le début du mandat, il y en a beaucoup qui ont avancé, et c'est aussi en partie grâce à vous, et au fait que vous ayez insisté, et que sur les questions que vous posez aujourd'hui, on sait que dans les semaines et les mois qui viennent, beaucoup deviendront verts. Voilà. Donc ça, je veux aussi vous rassurer là-dessus. Il y a parfois de l'incompréhension, ça peut arriver, on ne parle pas forcément toujours le même langage, mais on a les mêmes objectifs, et finalement, à force de discuter, de parler, et je veux d'ailleurs saluer le travail qui a été fait sur le repère, c'est le bon mot, pour dire que évidemment on peut avoir un regard différent à la fois quand on est citoyen ou quand on est élu au conseil municipal, mais également quand on est spécialisé dans l'urbanisme ou dans la participation, mais également quand son travail c'est la mobilité ou quand son travail c'est la construction. À chaque fois on a un regard qui est différent, et le grand enjeu de la démocratie, c'est de faire en sorte que des personnes différentes, avec des regards différents, des spécialités différentes, des générations, des visions différentes puissent se mettre d'accord pour trouver l'intérêt général. Et donc il a fallu du temps, ça a été difficile, mais le document il sera présenté au conseil municipal, et je ne doute pas qu'il soit adopté, et je ne doute pas surtout parce que ce qui est important, c'est que vous ayez un document qui soit le vôtre, avec toute la liberté que votre statut vous donne, qui est moins vrai pour la collectivité, parce qu'évidemment, quand une collectivité elle prend une décision, il faut qu'elle soit réglementaire, il faut qu'elle soit cadrée, elle est envoyée à la préfecture, et puis on a aussi la responsabilité, encore une fois, de le faire de manière transparente et cadrée, et ce qui est une liberté que nous n'avons pas. Et donc au prochain conseil municipal, non seulement on adoptera, mais on pourra également lancer un travail pour que dans nos règles, on puisse traduire votre vision dans un élément plus cadré, plus institutionnel. Et donc finalement, on est pleinement sur le travail, c'est-à-dire des citoyens impulsent, réfléchissent, sont poil à gratter, nous permettent d'avancer, nous donnent un cadre, parfois nous demandent de faire plus. Et puis finalement, la collectivité, elle est là aussi pour essayer de traduire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, pas toujours parfaitement, mais toujours avec bonne volonté en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou prises de parole? Non? Alors on peut peut-être vous libérer, vous remercier, vous applaudir une fois encore si vous êtes venu. Et puis vous donner rendez-vous au prochain conseil, en tout cas pour le groupe Urba, pour que nous puissions fixer ensemble ce repère. Pardon? Voilà. Et un travail sera fait pour que des réponses vous soient apportées sur les interpellations qui sont ici, et on vous les enverra évidemment par courrier ou par mail. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez passer la soirée avec nous. Mais après, vous êtes libre également de partir. Bien, pour la séance, je note l'arrivée de Lenaï Tran-Durand. Merci. Je vous propose, après cet intermède, que nous puissions reprendre le cours de notre conseil et que la séance soit également reprise. Donc la séance est reprise. Je vous propose, puisque nous avons, je crois, débattu de ce rapport du Conseil du temps long, qu'on puisse le mettre au vote pour savoir si nous en prenons acte. Est-ce qu'il y a dans cette Assemblée des gens qui s'abstiennent, des gens qui votent contre? Eh bien, nous avons donc pris acte à l'unanimité du rapport d'activité annuel du Conseil du temps long. Merci à vous et merci aux membres du Conseil du temps long pour ce travail. Je vais laisser la parole maintenant à Michel Delafosse pour évoquer la modification de capital de la Société publique locale des eaux de Grenoble. Merci. La Société publique locale des eaux de Grenoble assure la production, la distribution de l'eau. Mais en fait, ces activités ont été reprises en direct par la métropole. Donc du coup, cette société n'a plus qu'à faire la facturation et le recouvrement. Elle dispose d'un capital important qui était complètement lié à la nature de ses activités. Son périmètre d'activité se réduit, donc le capital peut être réduit. Et ceci arrange bien les deux actionnaires principaux qui sont la métro et la ville de Grenoble, qui vont ainsi récupérer une partie du capital qui était investi. Alors nous sommes concernés parce que nous avons une action, il y a une quarantaine de communes qui sont actionnaires,
Et donc notre action qui valait 8,55 € ne va plus valoir que 1,70 €. Et nous aurons la satisfaction de constater dans nos comptes le remboursement de cette différence. Voilà. On peut passer à... Donc, on va peut-être le mettre aux voix. Ça te va? On va le mettre aux voix. Oui, voilà. oui, on va mettre. S'il y a d'autres choses à dire sur cet €70, non. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération de réduction de capital? Non, j'en vois pas. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, elle est adoptée. Je vous en remercie. Cette fois, c'est toujours Michel Delafosse qui évoque les marchés de prestations de services d'assurance pour des montants plus importants et plus préoccupants. Bien, donc il est demandé au conseil municipal d'acter l'attribution de marchés d'assurance à plusieurs sociétés qui sont indiquées dans ce tableau. Il y avait donc 7 lots qui ont été remis sur le marché, je dirais, pour des prestations assurées à compter du 1er janvier prochain et pour une durée de 4 ans. Il apparaît clairement sur ce tableau que l'ensemble des lots qui ont pu être attribués connaissent le son avec une augmentation importante du coût et du prix des marchés, en gros plus 64%, Et il apparaît également que le premier lot, qui est le dommage aux biens, qui est le plus important, n'a pas pu être attribué car il n'y avait pas de société ayant remis une offre. Bon, néanmoins, il faudra évidemment tirer profit des mois qui nous restent jusqu'à la fin de l'année pour, par contact direct, notamment avec des assureurs, obtenir une offre et une assurance sur le dernier lot qui est celui des dommages aux biens. Bon, les facteurs qui expliquent un peu cette évolution, eh bien, il y a moins d'assureurs, il y a des hausses générales liées aux catastrophes naturelles dont nous subissons les conséquences, les émeutes de 2023. Tout ceci, ce sont les arguments avancés par les assureurs, mais les assurances constituent un risque unique à l'échelle du pays pour un certain nombre certains événements. Voilà, donc ça explique l'augmentation des tarifs. Et puis également en interne, c'est vrai que la flotte automobile de la ville a connu une sinistralité plus importante. Voilà, donc on attend, il vous est demandé d'approuver la dévolution de ces marchés et de prendre acte du fait que sur ce domaine, le budget de la ville consacré aux assurances va connaître une augmentation de plus de 50%. C'est un des éléments aussi qui rend l'élaboration du budget 2026 plus difficile et qui nous conduit à différer l'approbation de ce budget au début de l'année prochaine, lorsque beaucoup d'incertitudes auront pu être levées, si tant est qu'elles puissent l'être effectivement d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Est-ce qu'elle appelle des remarques ou des interrogations? Je vous souligne que c'est une préoccupation qui concerne l'ensemble des collectivités de France. Je sais que chaque année au Congrès des maires, il y a des ateliers qui sont réservés à cette situation-là. Il y a des communes qui sont plus assurées. On essaye, l'État a mis en place des dispositifs pour travailler de gré à gré avec un certain nombre d'assurances. Et c'est vrai qu'on peut être puni, entre guillemets, selon la région dans laquelle on est, parce que la sinistralité, on l'avait vu, Denis Jacquelin était présent à la commission d'appel d'offres, elle n'est pas étudiée seulement au niveau de ce que la commune fait, mais également au niveau de l'agglomération. Le fait qu'on soit une agglomération à risque, notamment avec tous les risques naturels, les risques technologiques, fait qu'on est coté particulièrement haut. Et puis ce qui s'est passé évidemment sur les événements urbains il y a 2 ans a aussi une incidence. Et donc voilà, on peut avoir un peu de préoccupation parce que ce qu'on ne dit pas bien, c'est que non seulement on paye plus cher, mais qu'en plus la protection est moindre. Et que finalement aujourd'hui les assureurs, ils veulent rentrer dans leur fonds, ce qu'on peut entendre, mais parfois ils refusent d'aller au-delà de ce qu'on a cotisé, donc ce qui peut paraître un peu fou. Mais bon voilà, c'est une des données que nous devons accepter et qui finalement s'applique à toutes les collectivités de France. Bon voilà, on peut le faire avec regret, mais ça fait partie des grandes incertitudes qui s'appliquent à nous. En tout cas, en ce qui concerne la sinistralité pour nos véhicules, il suffit d'un accident. Ça a été le cas pour nous qui a causé des dommages importants et qui, pour le coup, nous fait un gros malus, on va dire ça comme ça, même si ce n'est pas tout à fait le même mécanisme. Bon voilà, ça fait partie malheureusement de la vie de collectivité.
Bien, est-ce que je peux mettre cette délibération aux voix? Oui. Je vous propose donc de l'adopter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et c'est toujours Michel Delafosse qui, cette fois, évoque les remboursements de frais de visite médicale pour aptitude à la conduite de poids lourd pour un agent communal. Monsieur le maire a tout dit, ce n'est pas la peine d'apporter un commentaire. Sinon, le fait que l'usage de l'argent public fait l'objet de procédures très précises, très contrôlées, et qu'on peut les subir, mais en même temps, on peut s'en féliciter. 36 €. Ce qui correspond aux frais de reprographie de... Non, c'est pas vrai. Bien, merci pour cette présentation lapidaire mais claire. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non, je mets aux voix. Des abstentions, des avis contraires, adoptés à l'unanimité. Je salue l'arrivée de Zied Ben Elhaj Salem pour le secrétariat de séance. Donc, il participe au vote à compter de la délibération 97. Délibération 97 qui sera présentée en l'absence de Yamina Archi par Sylvain Prat. Elle concerne donc la modification du tableau des emplois. Sylvain. Merci Monsieur le maire. En effet, je vous présente la modification du tableau des emplois. Donc sur le pôle direction générale, vous avez 3 modifications, une promotion interne et 2 réussites professionnelles, en sachant que la personne qui bénéficie de la promotion interne était également lauréate de l'examen interne. Donc on passe de catégorie C à catégorie 1, B pour le premier, et adjoint administratif à temps complet à adjoint principal deuxième classe pour les 2 autres postes. Pour le pôle émancipation, il s'agit de cadrer le poste par rapport à l'agent qui l'occupe, puisque précédemment cet agent occupait le poste de brigadier chef principal et ça fait plusieurs années qu'elle occupe un poste de mission d'ATSEM, donc il convient de faire concorder la mission au poste. Pour encore le pôle émancipation également, en attendant la réussite du concours des TAPS et afin de pouvoir conserver l'agent qui occupe actuellement le poste en tant que contractuel, il vous est proposé de modifier ce poste en catégorie C pour pouvoir le titulariser. Et enfin, la dernière sur le pôle solidarité, il convient de corriger une erreur qui avait été faite, puisque au dernier conseil municipal, dans le tableau des emplois, nous avons supprimé le 43C02 et non le 43C07 comme il était attendu. Et donc, il convient de rétablir du coup ce poste-là. Non, excusez-moi, on a supprimé le 43C02 alors je vais y arriver, on a supprimé le 43B01 alors qu'il fallait supprimer le 43C02. Voilà. Enfin, bon, bref, c'est une erreur de plume et il convient de la corriger. Et je m'excuse pour les bafouilles, étant encore novice dans ce domaine. Merci beaucoup. Est-ce que sur le 43C B84, il y a des prises de parole? Non, je n'en vois pas. Je peux mettre la délibération en voix au-delà de la plaisanterie. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Adoptés à l'unanimité, je vous en remercie. Le résultat est aussi efficace que quand c'est Yamina qui le présente, bravo. Elle le fait quand même mieux que moi. C'est toujours Sylvain Prat, cette fois pour la mise à jour du tableau des forfaits BAFA. Oui, en effet, il convient de pouvoir établir un forfait BAFA avec camp, avec nuitée, puisque jusqu'à présent, le forfait BAFA n'intégrait pas cette partie-là. Et puisque aujourd'hui, le service jeunesse organise des camps avec nuitée, il convient, afin de pouvoir rémunérer correctement nos animateurs BAFA, de pouvoir intégrer donc du coup une rémunération camp avec nuitée. Oui, juste petite précision, on rappelle que depuis 2010 jusqu'à 2021, le forfait c'était 45,24 € pour la journée et qu'il a été revalorisé de 50% à ce moment-là et que la globalité tient compte de cette revalorisation pour essayer d'être un peu plus attractif et de rémunérer plus justement nos agents. Est-ce que cela appelle des remarques, des questions? Je mets aux voix. A-t-il des abstentions? Des avis contraires? Adoptés à l'unanimité, je vous en remercie. Cette fois, c'est Véronique Blanc, adjointe en charge de l'urbanisme, qui va évoquer la délibération 99.
qui concerne la participation au capital de la société publique locale Isère Aménagement. Oui, merci. Donc la société publique locale Isère Aménagement existe depuis 2010 et concerne 48 collectivités à ce jour. Elle a quelques missions sur lesquelles on souhaiterait pouvoir les solliciter. Et pour ça, il faut effectivement entrer au capital de la SPL. Donc les missions principales, c'est d'abord autour de l'urbanisme et de l'habitat, pour nous accompagner, pour accompagner les projets et la mise en œuvre des politiques locales d'habitat. La deuxième, c'est réaliser des opérations de construction, donc on n'est pas encore là. Et puis travailler autour de l'environnement et du patrimoine. Donc, comme je le disais, pour pouvoir bénéficier des compétences et de l'expertise d'Isère Aménagement, il nous faut entrer dans le capital de cette société. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interrogations sur cette prise de participation? Non, je peux la mettre aux voix. Pas de questions. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Je laisse toujours et encore la parole à Véronique Blanc pour évoquer cette fois une convention d'opération avec l'établissement public foncier local pour le portage de la propriété Alvaro, ex-propriété Alvaro, située 16 rue Georges Madère. Voilà, donc pour rappel, cette propriété a été acquise en 2020 et donc confiée à l'EPFL et elle est intégrée au périmètre d'étude du projet Cœur de Ville Fauconnière. Actuellement, il y a une partie de ce terrain est occupée par un jardin et l'autre par un square public. Et donc on arrive au terme de la première convention qui avait démarré en 2021, qui était d'une durée de 4 ans. Et donc là, il s'agit de renouveler cette convention pour pouvoir mener le projet Cœur de Ville. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Peut-être j'apporte une précision parce que j'ai fait vérifier là, parce que l'acte notarial date de 2020, mais la déclaration d'intention d'aliéner, donc c'est-à-dire que la période d'intention de vente, elle date de 2018, de mai 2018, et le PFL avait acheté dans un premier temps pour le compte de la métropole. Et donc c'est une acquisition qui remonte déjà à 2018 et qu'on continue de porter. Et pour information, pour le prix, c'est 635 000 € pour cette parcelle-là qui est aujourd'hui portée. Tout à fait. Bien, est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je vais laisser parole à Roselyne Blin pour évoquer une opération d'acquisition-amélioration pour la création d'un logement locatif social, 6 avenue de la République. Oui, merci. Donc une nouvelle opération d'acquisition, amélioration par Alpizère Habitat, un T3 qui sera transformé en T2+, et qui a été préempté par le PFL. Alors il y a eu une petite erreur sur la délibération par rapport à la convention qui est jointe. Il est évoqué des travaux d'un montant de 40 000 €, ça c'est bon. Par contre, la subvention ne sera pas de 22 000 €, mais de 19 914 €, comme c'est indiqué dans la convention qui est jointe. Cette somme viendra en déduction de la pénalité SRU en 2027. Et j'ajouterai que tous les T2 sont les bienvenus parce qu'on a quand même plus de la moitié des demandeurs cessinétois, c'est-à-dire 400 personnes. Plus de la moitié sont demandeurs de T2. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération? Pas de remarques, pas de questions, je peux la mettre aux voix. Alors je propose de la mettre aux voix amendée de la remarque qui est faite par Roselyne Blin. Donc je vous propose de remplacer la subvention d'équipe de 22 000 € par une subvention de 19 914 €. Je vous propose de mettre aux voix la délibération ainsi amendée. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Adopté à l'unanimité. C'est exceptionnel, je vous en remercie. Bravo Roselyne, ton travail de conviction a fini par payer.
et c'était la délibération 101. Donc je laisse la parole à Alice Molon et Clémence Aubert pour présenter en duo cette délibération qui concerne la candidature à l'appel à projet présenté par Citeo à Delphes pour la collecte et le recyclage de déchets d'emballage ménager issus de la consommation hors foyer. Voilà. Donc l'objet de cette délibération, c'est d'autoriser donc la commune à candidater donc à cet appel à projet. Citeo, c'est un éco-organisme qui est agréé par l'État pour la filière des emballages ménagers et des papiers graphiques. Elle contribue donc à l'amélioration des performances de recyclage et de réemploi pour atteindre des objectifs nationaux et européens. Et la commune est déjà engagée dans ce dispositif depuis juillet 2024 avec une convention avec le même organisme qui la soutient dans ses dépenses de fonctionnement pour le ramassage des déchets dans les espaces publics. Aujourd'hui, l'objet de l'appel à projet, c'est de déployer les équipements de tri dans divers lieux de la commune. Donc, tout d'abord, des points d'apport volontaires en quatre lieux que sont les espaces publics suivants, donc le square Elsa Caya, le square Vercors, le square des Balmes et le parc Les Diguières. Ça permettrait de renouveler l'équipement permettant de collecter les déchets. L'autre lieu, c'est les bâtiments communaux, donc les gymnases, les salles communales. L'idée, c'est de déployer de manière beaucoup plus massive les poubelles à double flux dans les bâtiments municipaux de la commune. Et l'acquisition de ces divers poubelles s'accompagne quand même d'un plan de communication par le biais de panneaux d'information pour indiquer où se trouvent les points d'apport volontaires aussi une campagne de sensibilisation auprès des usagers, associations, particuliers, etc. Pour que ces réflexes de tri, s'ils ne sont pas encore acquis, s'acquièrent. Pour rappel, l'appel à projet, il a démarré en juin 2025. Et au niveau des financements, il y en aurait pour 25 000 € et la subvention couvrerait 45% de ce financement. Merci beaucoup. Clémence, tu veux compléter ? Non, juste pour compléter, pour dire que c'est un appel à candidature, qu'on n'est pas sûr d'avoir les financements et que c'est une étape de plus en fait dans le tri des déchets sur la commune, avec 2 points où on avait un gros coût des déchets, c'était le marché, et le cimetière. Sur lesquels on a mis en place un système de tri avec la poubelle de déchets ménagers et puis aussi le collecte des cagettes et des cartons pour les commerçants non sédentaires. Et sur le cimetière, on est en période où il va y avoir du monde dans les cimetières. On trie maintenant, on demande aux citoyens de trier en fait les déchets plutôt verts. Donc on a des bacs à déchets verts qui sont positionnés pour le tri et aussi la collecte de terre végétale. Parce que jusqu'à maintenant, elle était dans les bacs gris et qui étaient envoyés à l'incinération, ce qui était dommage pour le tri. Donc voilà, pour information. Ouais, j'ajoute une dimension économique à tout ça parce que chaque année, la commune paye près de 100 000 € à la métropole et à divers prestataires pour les déchets que l'on peut faire ramasser. Et on a besoin absolument de réduire cela pour des questions environnementales, sont évidents, mais également d'un point de vue économique. Et l'objectif de ces démarches, elles sont aussi de faire des économies en fonctionnement. Donc on porte bien ça en tête pour lier le fait que des économies pour l'environnement et pour la planète sont aussi des économies pour la collectivité. Et on espère que ce travail-là de fond va continuer à payer. On a déjà noté une baisse très sensible des déchets qui sont produits, en sachant que ceux qu'on a du mal à vraiment réduire, ceux qu'on ramasse sur l'espace public, parce qu'on oublie quand même trop souvent de dire que toutes celles et ceux qui jettent des encombrants
et qui nous pressent de les ramasser, ce que nous faisons assez rapidement, eh bien c'est autant d'argent mobilisé par la collectivité d'abord pour les ramasser et ensuite pour traiter ces déchets-là. Donc les comportements vertueux et citoyens de nos habitants sont aussi un bonus pour notre commune. On essaye de le valoriser, y compris par un plan de communication et d'action là, qui devrait pouvoir également voir le jour en fin d'année. Bien sûr, cette demande cette candidature, appelons-la comme ça, est-ce qu'il y a des remarques? Prise de parole? Non. Je mets donc au vote. Il y a des abstentions, des avis contraires. Adopté. Je vous en remercie. J'ai la parole à Éric Monte. Où est-il, Éric? Ici, adjoint en charge de la transition énergétique, pour évoquer le rapport de la SPL ALEC. Merci, monsieur le maire. Alors, j'avais imaginé, comme l'année dernière, faire un petit quiz un petit peu rigolo, puis je me suis dit que je ne serais pas à la hauteur de nos responsables politiques nationaux, donc je suis resté humble et modeste. Donc, la SPL ALEC, pour Agence locale pour l'énergie et le climat, qui est la société publique locale créée il y a quelques années pour mettre en œuvre toutes les politiques de sobriété et de transition énergétique sur la métro, dont la commune est membre à la hauteur glorieuse de une action, et que j'ai l'honneur de représenter au sein de l'Assemblée spéciale, a finalisé son rapport d'activité 2024 que je vais vous présenter maintenant en allant assez rapidement. Alors, toujours 3 axes d'intervention pour la SPL, auprès des habitants, auprès des collectivités et auprès des professionnels. Auprès des habitants, c'est essentiellement la mise en œuvre des fonds d'aide à la transition et à la rénovation gérés par la métro. Donc on a Murmure qui permet l'accompagnement des projets de rénovation en maison en copropriété. 450 nouvelles maisons qui ont été inscrites et rénovées cette année et 320 copropriétés qui sont rentrées dans le dispositif Murmure cette année aussi. 51 accompagnements, ce qui est nouveau, 51 accompagnements pour la mise en place d'une borne de recharge pour les véhicules électriques dans des copropriétés. C'est un nouveau dispositif. La prime Airbois qui permet de changer les foyers ouverts, enfin les foyers ouverts qui sont maintenant interdits, mais les dispositifs de chauffage qui sont obsolètes. Donc 427 dossiers instruits cette année. Et puis aussi, en amont de tout ceci, c'est tout l'activité de conseil aux habitants, d'accueil, d'information, de réunions d'information avec 5400 habitants qui ont été reçus selon différentes modalités au cours de cette année. Au niveau des collectivités, il y a eu un petit décalage, là j'ai l'impression, sur le PowerPoint, mais je n'ai pas dû le voir. Ce n'est pas très grave. Les 51 accompagnements et RVE, ils sont à lire avec la ligne du dessus. Hein. Donc deux grands pôles d'activité, l'accompagnement des communes sur la maîtrise des consommations d'énergie et puis le plan climat. On va surtout regarder le premier point. Donc ça, c'est des choses qui sont faites à la fois dans le cadre des conventions originelles passées entre la SPL et les communes. À ce titre, au sein de Assassiné Parisé, on bénéficie de 5 jours hommes d'études et d'accompagnement de l'ALEC pour les projets sur lesquels on aurait à les solliciter. Et on pourrait aussi, en tant que commune, contractualiser en dehors de ces 5 jours pour des missions plus poussées. Là, en 2024, ils ont fait 567 jours d'activité pour 39 communes, en dehors donc de ces 5 jours de convention. Pour Cessiné, en 2024, on les avait beaucoup sollicités sur le projet d'isolation thermique de Champs-Rousses, qui a été réalisé pendant le courant de l'année, et aussi pour commencer à travailler sur des projets de centrales photovoltaïques. En 2025, puisqu'on est bientôt à la fin de 2025, ils ont finalisé ces projets d'études photovoltaïques sur l'hôtel de ville et sur le gymnase nominé pour quelque chose qui verra le jour, on espère, dans plus longtemps. Et ils ont fait aussi un gros travail de diagnostic général sur la salle Vauban, à notre demande, à la fois diagnostic énergétique et diagnostic bâti, qui pourra nous guider sur les travaux et améliorations qu'on pourra faire éventuellement sur ce bâtiment. Je tiens aussi à souligner le partenariat qu'on a eu avec eux pour la mise en place du forum de la rénovation énergétique qui s'est tenu au début du mois de juin au gymnase Carrel juste à côté, qui a été un succès du point de vue des professionnels qui y ont participé. Et enfin, un troisième plan au niveau des professionnels, avec un accompagnement des TPE-PME sur la mise en œuvre aussi de projets de rénovation énergétique et de mise en place de solutions de production renouvelable,
d'amélioration sur leur performance, et puis tout un gros travail d'animation, de réseau d'entreprises, avec à la fois les entreprises qui sont labellisées Murmure, 130 entreprises quand même, et 387 professionnels de la rénovation thermique et de la rénovation énergétique qui sont renseignés sur des demandes, que ce soit au niveau technique ou au niveau des aides qu'ils peuvent utiliser au profit de leurs clients. Du point de vue financier, pour la slide suivante, merci. Ah non, pardon, j'avais oublié que j'avais mis celle-ci. Donc là, c'est un petit focus sur Cessiné, sur ce qui a été fait. Les petites cases importantes à regarder sont en rouge. Donc la première ligne qui concerne les maisons individuelles, il y a 7 maisons individuelles qui ont pu être rénovées avec Murmure cette année, et ce qui porte un total de 27, ce qui nous place dans la moyenne de gamme, avec 2,15% du parc des maisons rénovées contre 2,28%. Bon, on va essayer de rattraper notre petit retard. Je précise que ces chiffres-là sont seulement ceux qui sont connus de l'ALEC. Il peut y avoir eu des travaux qui ont été partiels, enfin qui en tout cas n'ont pas donné lieu à dossier Murmure parce qu'ils ne remplissaient pas tous les critères, et qui ont permis aussi qui ont pu permettre d'améliorer la qualité énergétique des maisons cessinétoises. Du côté copropriété, il n'y a pas eu de copropriété cessinétoise qui a réalisé de projet cette année. On le regrette. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs années que ça a été le cas. On sait que Percevalière travaille, mais on sait que c'est aussi un très très gros projet et qui va prendre beaucoup de temps s'il aboutit. On a quand même un bon taux de logements qui a été rénové en général, puisqu'on est à 11% contre 3%, non 5%, j'arrive pas bien à lire. 5% à l'échelle de gamme. Et la primaire bois, une centaine d'appareils qui ont été... non, pardon, j'ai mal... non, 9 appareils qui ont été remplacés en 2024, et ce qui nous met aussi à dans la moyenne de gamme un petit peu au-dessus. Voilà, au niveau financier, j'ai pas ouvert cette feuille, je l'ai pas mise dans mon truc. Niveau financier, voyons ceci. Alors, niveau financier, un exercice un peu particulier cette année, parce que c'est le premier exercice de la SPL qui a été déficitaire. Malheureusement, un déficit de 130 000 € à peu près, qui a pu encore être absorbé par les reports à nouveau des années précédentes, qui est principalement dû à une baisse de la demande, et cette baisse de la demande étant liée directement à toutes les incertitudes qu'il y a eu, même déjà en 2024, sur les dispositifs de l'État, sur le montant des aides de l'État sur la rénovation énergétique, donc qui forcément mettait aussi les particuliers ou les copropriétés dans une très grosse situation d'incertitude par rapport aux travaux qu'ils pouvaient éventuellement engager, et donc par rapport au suivi qu'ils pouvaient demander à l'ALEC. Sachant que l'ALEC, en tant que SPL, supporte seul le risque de la baisse de la demande, puisqu'elle est rémunérée par gamme à l'acte. C'est pas des forfaits, c'est vraiment en fonction du nombre de rendez-vous, du nombre d'accompagnements qui ont cette rémunération-là. Il y a aussi eu une opération qui a été prévue pour l'année 2024 qui malheureusement a dû être reportée en 2025, alors que les ressources humaines avaient déjà été engagées, et qui a aussi participé à produire ce déficit. Si on continue, voilà, c'est ce que je viens de dire, les faits marquants, l'organisation nationale, l'évolution et surtout beaucoup d'instabilité, comme ça a été marqué. Et comme je viens de le dire, c'est malheureusement quelque chose, là j'étais en visio ce midi pour une réunion de l'Assemblée spéciale, et c'est quelque chose qui se reproduit sur 2025, et avec des perspectives en 2026 qui invitent l'ALEC à se montrer encore plus prudent que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. On peut passer à la suite, mais je crois qu'on a fini après. C'était la dernière. Voilà. J'en ai fini avec cette présentation, j'ai espéré assez rapide. Juste un mot pour ajouter au bilan chiffré qui a été proposé là, pour dire que les bailleurs sociaux font également une part du travail qui est importante, et notamment AIH, qui est le premier propriétaire de logement social sur la commune de Cessiné-Parisé. Il y a quelques années, ils avaient fait tout le travail pour l'isolation par l'extérieur du quartier Pacalaire,
et qui ont terminé l'année dernière toute l'isolation du quartier Vauban. Donc les deux grands ensembles, modestes ensembles à l'échelle d'une agglomération, mais les deux grandes propriétés assassinées ont été réhabilitées. Et c'est aussi un des enjeux du travail qui est fait sur les balnes, parce que l'objectif, c'est, avec une maîtrise, notamment dans les assemblées générales, de pouvoir faire ce travail de réhabilitation qui est souvent coûteux pour les particuliers, notamment les particuliers qui sont des propriétaires modestes. La LEC fait un travail d'accompagnement et les bailleurs mobilisent un peu de leurs fonds propres aidés par la métropole. Et je souligne également que la commune de Cessiné-Parisé met un dispositif en place, une aide à l'investissement, qui est peu mobilisé, mais qui sert également à accompagner les copropriétés et les particuliers dans l'isolation de leurs biens. Donc n'hésitez pas, si vous nous regardez et que vous avez un projet d'isolation, à solliciter par l'intermédiaire de la LEC, parce que c'est eux la porte d'entrée, la commune de Cessiné-Parisé. Merci pour cette présentation et ce rapport d'activité. Est-ce qu'il appelle des remarques ou des questions? Non, je peux le mettre aux voix. Est-ce que vous êtes OK pour prendre acte? Je mets donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Non, le conseil municipal a donc pris acte à l'unanimité du rapport d'activité de la LEC. Merci pour la présentation et merci pour le vote. Je vais laisser la parole à Yves Lambert et à Éric Monte, à deux voix. C'est toi, Éric, qui le présente. Puis Yves complétera sur l'aspect sportif si nécessaire pour évoquer la demande de subvention pour le projet de rénovation de notre piscine municipale. Merci, monsieur le maire. Donc, projet qui a déjà eu l'occasion de vous être présenté plus en détail il y a quelques mois. Là, on est sur une délibération assez technique administrative qui va nous permettre d'autoriser monsieur le maire à faire des demandes de subventions qui prennent en compte le calendrier politique avec la perspective des élections de mars prochain, alors qu'on n'a pas encore l'ensemble des éléments techniques qui nous permettraient de faire des dossiers aussi aboutis avec toutes les pièces demandées par les financeurs. Donc sans rentrer dans le détail, je rappelle que c'est quand même un projet important pour notre commune. La piscine, c'est un quart de notre dépense énergétique. C'est aussi un bâtiment public qui a son âge et qui continue à remplir un service indispensable et qui devient de plus en plus indispensable avec les étés de plus en plus chauds qu'on est amené à connaître petit à petit, et qu'on ne peut pas laisser en l'état au risque de perdre le bénéfice de ce service à moyen terme. Les principaux éléments de ce projet, c'est d'abord la maîtrise de la consommation énergétique avec la mise en place d'un mix d'énergie renouvelable, à la fois une pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques qui pour l'instant sont en option, qui permettront de réaliser une économie d'énergie de 50% par rapport à la référence du décret tertiaire, c'est-à-dire ce n'est pas les dernières années, c'est une année qu'on a prise 2014, correspondant à, je ne sais plus quels critères ont été choisis pour choisir cette année par rapport à notre décret tertiaire. Et la reprise aussi de toute l'enveloppe extérieure qui est très bien abîmée, l'augmentation de notre structure, de notre espace d'accueil avec une extension de 90 mètres carrés qui sera au bénéfice à la fois des associations pour le stockage et aussi du personnel et de l'administration pour le fonctionnement du bâtiment, qui nous permettra aussi de nous mettre aux normes sur certains aspects pour nos agents. Et en option, on a le remplacement du bassin par une coque inox, c'est ça, Yves? Voilà, une coque inox, une option bassin inox, plutôt qu'une reprise qui est plus durable, plutôt qu'une reprise en carrelage. Donc je rappelle, c'est une subvention qui est assez technique, qui est très générale et qui doit autoriser monsieur le maire à demander des subventions plus détaillées, notamment auprès de la métro et du conseil départemental, en attente que l'assistance à maîtrise d'ouvrage arrive à nous fournir des éléments techniques plus précis. Merci beaucoup. Yves, est-ce que tu veux compléter cette présentation sur les aspects sportifs? Non, tout a été dit, l'essentiel est transmis. OK. Voilà, donc peut-être insister à mon tour là, sur l'importance des soutiens que l'on sollicite auprès d'autres collectivités de l'État. La délibération fait état d'un projet qui, a priori, aujourd'hui est chiffré à 4 480 000 euros, mais c'est du hors-taxe, donc on est à 6 millions TTC. Et donc il nous faut aller nous bagarrer en tapant à toutes les portes pour être accompagnés, d'abord par l'État, qui, malgré les difficultés qu'il peut avoir, nous fait l'obligation
de proposer à nos enfants dans le temps scolaire des cours pour savoir nager. Et donc nous, commune de Cessiné-Parizet, on fait ce travail-là. On le fait d'ailleurs pour d'autres collectivités là, qui ne veulent pas forcément contribuer à notre projet ni au fonctionnement de notre piscine. Ce qu'il faudra certainement travailler sur la tarification, parce qu'aujourd'hui, la tarification, elle est la même pour tous les habitants de l'agglomération. Quand on vient à la piscine de Cessiné-Parizet, on ne paye pas forcément très cher. Et c'est vrai que quand on tape à la porte d'autres collectivités, en particulier à Cessin, et qu'on nous dit qu'on ne veut pas contribuer au fonctionnement de la piscine, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un tarif différencié pour les Cessinétois des autres. Donc ça, c'est certainement une proposition qu'on fera avant la fin de l'année. C'est un sujet qui n'est pas forcément très marrant ou positif, mais qui est aussi important pour la commune. Et puis donc l'État doit nous aider à avancer. La métropole a prévu un plan piscine là, pour lequel on doit délibérer avant la fin de l'année, ce qui nous incite à faire cette demande avant même qu'on ait une vision plus précise de notre projet. Ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas informés. Hein. Là, on doit délibérer rapidement, mais il y aura des temps de transparence et d'information, notamment en direction de l'ensemble des sensibilités du conseil municipal, mais aussi des usagers, des utilisateurs de la piscine là, qui nous interrogent assez régulièrement pour savoir les dates de fermeture, les conditions de chantier, la manière dont on s'organise avec les autres collectivités. Tout ça, évidemment, c'est en cours et le travail est mené par les services et je veux vous en remercier. Donc j'ai parlé de la métropole, j'ai parlé de l'État. Il faut aussi qu'on mobilise le département qui est un des partenaires principaux de notre commune sur les projets que nous menons. Donc il faut qu'on regarde, parce qu'il y a également des enfants du collège qui apprennent à nager à la piscine, et à ce titre-là, on peut considérer que le département peut nous aider et nous accompagner. Voilà, donc simplement une délibération pour vous demander de m'autoriser à solliciter l'ensemble de ces subventions. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non, je peux mettre aux voix. Sur cette délibération, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie, ce qui donnera peut-être un peu plus de force encore à nos demandes de subventions légitimes. Je vais laisser la parole à Édouard Monet pour évoquer l'approbation de la convention de mise à disposition ad hoc dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde de la métropole, le PIX. Très bien, bonsoir, merci Monsieur le maire. Il s'agit effectivement d'une convention de mise à disposition de matériel des agents dans le cadre d'une nouvelle organisation du plan intercommunal de sauvegarde de la métropole, le PIX. Cette nouveauté intervient dans le cadre de la loi Matras de 2021 qui oblige les EPCI à mettre en place un plan communal à l'échelle intercommunale, un plan intercommunal qui a deux objectifs, la continuité et le rétablissement des compétences métropolitaines et la solidarité intercommunale. Ainsi, des moyens humains, matériels et immobiliers peuvent être demandés à la commune. Ces moyens sont structurés par des procédures bien spécifiques et notamment la convention dont il est question ce soir. Et pour tous les frais qui seraient engagés en cas de crise, que ce soit pour l'utilisation des moyens matériels ou humains, il y a une grille tarifaire de remboursement qui est également à mettre au vote ce soir. Il est donc proposé d'approuver la convention à disposition ad hoc du PIX et d'approuver la grille tarifaire de Grenoble-Alpes Métropole au coût unitaire de fonctionnement et ainsi d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec la métropole. Merci beaucoup, Édouard, pour cette présentation. Simplement pour mémoire, vous savez que la prise en compte du risque dans notre pays est organisée autour des maires et des plans communaux de sauvegarde. Et dès lors que les risques dépassent un périmètre communal, ils passent sous direction du préfet, qui devient le directeur des opérations de secours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, beaucoup de moyens avaient été transférés aux intercommunalités et puis qu'on avait difficilement, on le voit d'ailleurs dans chacun des exercices que l'on peut mener, on peut difficilement répondre tout seul aux problématiques. Donc il fallait évidemment qu'on mette en place cette coopération-là, ce qui n'enlève pas les responsabilités de directeur des opérations de secours du préfet et du maire, mais qui nous permettent de mutualiser des moyens et de travailler à l'échelle intercommunale. On le voit par exemple si jamais le DRAC devait être amené à avoir une crue importante et ses digues à rompre,
Or, la commune de Cessiné-Parisé, évidemment, ne serait pas fondée à répondre toute seule. Il lui faudrait solliciter les moyens de la métropole, il faudrait solliciter les moyens de communication des communes voisines, de l'État. Et donc, finalement, c'est le bon sens aussi qui l'emporte sur des éléments intercommunaux qui nous permettent de bien travailler tous ensemble pour la prise en compte du risque. D'ailleurs, on a eu une réunion la semaine dernière, vous le savez, à Fontaine sur la présentation du plan d'aménagement des risques, enfin du projet d'investissement sur le risque d'inondation. Et dans ce cadre-là, beaucoup ont regretté que notre pays n'ait pas de culture du risque qui soit suffisamment importante. C'est vrai qu'on a de nombreux États qui font face à des risques structurels permanents et dans lesquels on apprend aux enfants dès le plus jeune âge à y faire face, à y répondre sans paniquer. Et c'est vrai que chez nous, on n'a pas encore cette culture-là. Il conviendrait vraiment de la mettre en place. Donc ça veut dire un travail avec les plus jeunes, mais également avec l'ensemble des agents, des entreprises, des commerces. Et donc c'est aussi un travail à mener pour la collectivité dans les années à venir. Voilà, en tout cas, merci pour la présentation. Est-ce qu'elle appelle des remarques? Est-ce que cette délibération suscite des interrogations? Non, je peux donc mettre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Adoptées à l'unanimité. C'est Déborah Mécréant qui prend la parole maintenant, conseillère municipale déléguée notamment en charge de l'accessibilité, pour évoquer la convention de groupement de commandes avec la métropole sur le service d'accueil LSF. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, en effet, le service Accéo, on en a déjà parlé il y a quelques années. On avait conventionné, donc c'est un service qui nous permet de faciliter l'accueil des personnes sourdes, malentendantes et aphasiques en leur proposant de faire appel à un interprète en langue des signes ou en langue parlée complétée, ou encore d'avoir un sous-titrage par rapport à ce que l'agent peut leur dire. Donc là, le GAM nous propose de reconventionner avec eux pour un groupement de commandes. Petite nouveauté par rapport à la dernière fois, cette fois-ci, GAM ne prend plus la totalité des dépenses, donc une partie nous sera imputée au prorata du nombre d'habitants, ce qui s'élève à 157 € par an. Voilà, c'est juste un renouvellement d'un service dont on a besoin. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'elle appelle des remarques? Non, je veux simplement saluer que c'est un travail important qui est fait sur l'accessibilité et l'inclusion. On pense souvent, quand on parle d'accessibilité, à l'accessibilité physique, à la capacité à rentrer dans des bâtiments, à monter à l'étage, à faire face à des marches. Donc c'est un travail qui est mené, un travail d'investissement sur le long cours, mais également tout ce lien qui est fait pour que tous les citoyens puissent avoir accès également aux services publics, y compris quand ils ne peuvent pas, quand ils ont d'autres handicaps qui sont peut-être moins visibles. En tout cas, merci à Déborah et à toute l'équipe du service égalité et du service technique qui mène un travail conjoint pour rappeler que l'accessibilité, ce n'est pas que de l'investissement physique, mais c'est aussi l'adaptation de nos services. Bien, je mets donc la convention aux voix. Est-il une prise de parole? Non? Non? Ah, j'ai cru. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Adoptés à l'unanimité, je vous en remercie. Je vais laisser la parole à Laura Siffer avec sa qualité de représentante de la commune au conseil métropolitain pour nous présenter 3 rapports annuels d'activité qui sont ceux des déchets ménagers et assimilés, ceux de l'eau potable et ceux de l'assainissement. Je propose, Laura, que tu présentes les 3 successivement ou tu préfères... C'est ce que j'ai prévu. Par contre, la présentation ne commence pas tout à fait par ce que j'avais prévu. C'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. Là, c'est la fin. Ah oui, bah, du coup, il n'y a pas la partie eau, ou alors elle est après. Alors, nous, on a les déchets en premier, dans l'ordre du conseil municipal. Oui, d'accord. Alors, c'est juste que j'avais des slides d'introduction, mais c'est pas grave. Du coup, ils y sont pas. C'est pas grave. On va les faire à l'oral. Adaptation. Non, mais du coup, on peut remettre les déchets en premier. C'est pas grave, il n'y a pas d'ordre. J'ai pas de préférence pour l'eau. Ou si, un peu quand même. Non, j'avais prévu juste de rappeler que du coup, on va présenter les 3 d'un coup. C'est les rapports sur le prix et la qualité du service
qui sont des rapports obligatoires d'après le Code général des collectivités territoriales et qui mettent à disposition du public plusieurs indicateurs réglementaires dans un souci de transparence. Et donc dans ces rapports-là que vous trouvez sur le site de la métropole en version informatique et que vous pouvez, je pense, trouver à la mairie ou à la métropole en version papier, vous retrouvez une présentation des événements marquants de l'année, des informations techniques, quels ont été les gros investissements, comment est faite la tarification, la performance du service. Et donc ce sont bien les rapports de 2024 parce que le temps de les faire, le temps qu'ils soient validés par le conseil métropolitain en général au mois de juillet, ils arrivent chez nous à la rentrée et donc on les présente seulement aujourd'hui. Donc les événements, j'ai fait là à peu près le même déroulé pour l'eau et l'assainissement et pour les déchets, sachant que les rapports ne présentent pas exactement de la même manière et pas exactement les mêmes indicateurs, donc c'est pas tout à fait la même chose et que c'est clairement une présentation très partielle pour ne pas vous endormir à la fin du conseil. Donc s'il manque des choses ou s'il y a des questions, on en reparlera après. Donc sur les déchets, les événements marquants de l'année 2024, le plus marquant, c'est la mise en service du nouveau centre de tri à La Tronche. Donc l'ancien a commencé à être détruit depuis, et donc le nouveau permet de trier plus et mieux. Et il a été aussi assorti d'un centre de visite et d'une amélioration des visites pour le grand public, avec notamment un parcours pédagogique qui est utilisé pour les scolaires, mais pour aussi les particuliers s'ils en ont envie. Également, la pérennisation d'un réseau de bornes de collecte de textiles. Donc ça, vous les avez vus, je pense, sur l'espace public, des bornes qui étaient parfois temporaires et qui désormais sont permanentes, parce qu'il y a encore aujourd'hui 7 kilos par an et par habitant de textiles dans les poubelles grises. Donc l'objectif, en mettant plus de bornes sur l'espace public, c'est d'enlever ces textiles de la poubelle grise. Et un autre événement marquant plutôt d'un point de vue, c'est pas physique encore, mais les études et les autorisations ont commencé pour la modernisation du centre de compostage à Murianette, sur lequel il y a un plan d'investissement là pour augmenter la capacité et également ajouter un méthaniseur. Les travaux démarrent cette année là, mais du coup toutes les préétudes et les autorisations avaient été réalisées sur 2024. Et ça permettra d'alimenter toute la flotte de camions poubelles en biogaz, normalement, ce méthaniseur. Dans les grands résultats du service, il y a 170 000 tonnes de déchets qui ont été incinérés par l'incinérateur qui va être reconstruit dans les prochaines années. Et pour vous donner une idée de ce qu'on fait avec ces déchets, on produit de l'énergie. Il y a une grosse part d'énergie thermique qui va dans le réseau de chauffage urbain géré par la compagnie de chauffage, l'équivalent du chauffage de 30 000 logements à peu près. Il y a de l'électricité qui est autoconsommée pour faire fonctionner les équipements et une partie est vendue au réseau électrique. Et ce sera encore le cas sur le prochain incinérateur. Le tri sélectif, pour vous donner une idée de ce qu'on trouve dans les rapports, j'ai pris le petit tableau là qui montre ce qu'on arrive à fabriquer avec les matériaux qui sont extraits de la collecte. Donc malheureusement, on en valorise pour l'instant que 60%. Mais voilà, on fait des boîtes de chaussures, des arrosoirs, des rails de train, des trottinettes ou des rouleaux de papier toilette également avec les briques alimentaires que vous mettez au tri. Donc j'ai bien aimé ce tableau. Donc je me suis dit que je le remettais. Voilà, c'est le genre d'information culture générale qu'on trouve dans les rapports d'activité. Les déchets alimentaires ont augmenté en poids du fait du déploiement sur l'ensemble du territoire et puis du fait que ça s'améliore en fonctionnement. Et en tout, sur tous les matériaux qui sont collectés, donc il y a aussi, y compris, on a parlé du textile, du tri, des déchets alimentaires et de l'incinération. Il y a aussi le verre sur l'espace public et il y a 97% des déchets collectés sur la métropole, y compris ceux dans les déchetteries, 51% énergétiques qu'on a vu sur l'incinérateur et 46% de la matière. En termes de tarifs, le coût de fonctionnement par an par habitant, c'est 162 €, ce qui ne fait pas très cher du kilo.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères que payent les propriétaires et les locataires en partie dans leur charge représente 70% des recettes du budget, des recettes qui s'élèvent à 80 millions d'euros. Le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est resté stable entre 2023 et 2024 et il est inférieur à la moyenne nationale sur les autres métropoles. Et je vous ai extrait le joli petit camembert de à quoi servent, comment sont répartis les coûts de fonctionnement. Donc le principal, c'est quand même la collecte et les déchetteries, et après une partie sur le traitement des déchets. Mais la grosse partie du coût de fonctionnement vient quand même de la collecte des déchets, d'une manière générale. Et il y a eu 32 millions d'investissements en 2024. Et dans les perspectives, il y a un peu d'augmentation sur notamment les frais financiers, vu qu'on a fait des gros investissements sur le centre de tri et qu'on va en faire des gros sur Atanor. Je crois que c'est tout pour les déchets. Je sais pas si tu les présentes les trois, puis on votera tout. Ouais, on présente les trois. Oui, on présente les trois. Donc l'eau potable et l'assainissement, ce sont deux rapports différents que je vais vous présenter en même temps pour aller plus vite parce que les budgets sont liés notamment du point de vue du tarif. Sur les événements marquants, j'ai sélectionné en faisant un peu de chauvinisme et en parlant du captage des Arcelles qui se trouve sur notre commune. Il y avait eu des dommages fin 2023 suite à l'exploitation forestière sur la galerie d'adduction d'eau potable, donc elle a été sécurisée cette année. C'est vraiment, j'ai vu les vidéos, c'est vraiment tout petit, hein, on rampe dedans, c'est des travaux assez impressionnants. Dans les événements marquants de l'année 24 qui concernent les deux services, du coup, eau et assainissement, il y a eu une crue vingtainale de la Romanche en juin. Donc c'est un débit x5 par rapport au débit normal, c'est quand même assez impressionnant, qui a entraîné un arrêt préventif d'un des captages d'eau potable pour être sûr qu'il n'y avait pas le temps de vérifier qu'il n'y avait pas de contamination, et des gros dégâts sur un collecteur d'assainissement et qui a engendré des travaux de réfection. Et plus proche de chez nous, les travaux du rondeau ont nécessité la création et la construction d'une nouvelle galerie souterraine pour les réseaux d'eau et d'assainissement en remplacement de l'ancienne. Vu qu'on a creusé la route, on a recreusé les galeries des réseaux qui a été mise en service du coup en 2024. Voilà. Et j'avais après prévu de vous parler des événements marquants plutôt du côté du personnel, parce que 2024, c'était le début de l'intégration du personnel de la SPL des Eaux de Grenoble, avec les services de production et le pôle études et travaux, et aussi beaucoup de réorganisation dans les services pour préparer l'arrivée des agents de la distribution. Donc c'est vrai que 2024 a été quand même une année de gros travail de réorganisation pour intégrer les salariés de la SPL dans les régies et pour mutualiser certains services et favoriser un peu plus d'efficacité sur les différents travaux à mener. En parallèle de ça, il y a eu un gros travail sur la sécurité avec, il y a un agent qui avait été recruté et il y a eu des formations parce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail sur les secteurs de l'eau et de l'assainissement, et le but étant bien sûr de les éviter. Je vous ai mis l'affiche sur les principes qui sont travaillés dans tous les services. Et le dernier point, c'est l'aspect qualité, sécurité. Tous les services des régies sont aujourd'hui certifiés ISO 9001 qui prévoit l'amélioration continue et la satisfaction client. Et il y a des extensions de certification pour l'ensemble des services sur les aspects sécurité et environnement, ce qui permet de s'adapter sur des normes et des méthodes qui sont reconnues et qu'on sait que ça fonctionne et où ça permet d'être efficace. On peut passer à la suite. J'ai perdu mon... Sur la performance, c'est pour ça que je voulais présenter les deux en même temps. On a des objectifs d'1% par an de renouvellement des réseaux. Donc en 2024, on n'est pas tout à fait à l'objectif sur le renouvellement de l'eau potable et on est pas mal sur l'assainissement, mais le taux moyen sur 5 ans est encore un petit peu en dessous de
de ce qu'il faudrait. Parce que du coup, un renouvellement d'1% par an, ça veut dire qu'une conduite doit durer 100 ans, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, les renouvellements se font au gré des travaux de voirie qui sont prévus notamment, et aussi au gré des urgences quand il y a vraiment des gros problèmes. Et je vous ai mis le petit graphique, j'ai oublié de l'écrire, mais c'est la performance des réseaux d'eau potable. Le rendement est de 84%, donc c'est entre ce qu'on produit et ce qu'on vend. Et les communes donc la ligne rouge, c'est le seuil de conformité. Donc plus il y a de linéaire de réseau, et plus on attend que le rendement soit élevé d'un point de vue réglementaire. Donc globalement, il y a quelques communes qui sont sous le seuil et qui sont priorisées dans la recherche de fuite, sachant que ça c'est le résultat 2024, et depuis le début 2025, il y a une équipe qui est dédiée recherche de fuite, et qui du coup peut se concentrer soit sur les communes très basses, soit sur les grosses communes qui sont limites et où il y a beaucoup de volume à gagner. Et Cessiné Parisis est à 82%, je crois, et c'est en hausse depuis 3 ans. Mais elle n'est pas notée. En termes de tarifs, donc là, sur le graphique de gauche, c'est ce que nous payons en tant qu'abonnés au service de l'eau. C'est la répartition d'un mètre cube d'eau si on considère une consommation moyenne de 220 mètres cubes par an, qui est à peu près la moyenne pour un foyer. Et donc, un mètre cube coûte 3,41 €, ce qui est beaucoup moins cher que la moyenne nationale, entre autres parce qu'on ne paye pas de traitement de l'eau. Pour 90% de la population, il n'y a pas de traitement, l'eau arrive telle qu'elle sort de terre, donc ça coûte forcément un peu moins cher. Et si vous regardez, en gros, il y a 40% pour l'eau, 40% pour l'assainissement, une petite partie de redevance pour l'agence de l'eau, sachant que l'agence de l'eau derrière finance beaucoup de projets sur le territoire d'économie d'eau et d'amélioration de protection de la ressource, et bien sûr une part de TVA. Et comment l'argent reçu est utilisé, juste si on peut... En gros, la moitié des recettes, enfin la moitié du budget est utilisée pour l'entretien des réseaux, que ce soit eau ou assainissement, parce que c'est 2 budgets séparés, mais c'est la même répartition dans les deux. Ensuite, il y a 40% qui est soit pour Aquapol, pour l'assainissement, soit sur la production d'eau potable, sur le budget de l'eau, et 10% sur chaque budget pour la gestion des abonnés à peu près. Donc la répartition, elle est identique. Et en termes de budgets globaux, les 2 budgets sont en très bonne santé, ils ont une capacité d'autofinancement qui est élevée, la durée d'extinction de la dette est inférieure à 3 ans pour les 2 budgets. Comme vous pouvez voir, c'est à peu près le même ordre de grandeur en termes de recettes et d'épargne nette à la fin de l'année. On a souvent la question, est-ce qu'on va baisser le prix? La réponse est non. Parce que, comme on l'a vu juste avant, le taux de renouvellement est un petit peu en deçà des objectifs. Donc, il y a quand même besoin de garder une petite marge de manœuvre pour pouvoir améliorer le taux de renouvellement. Et c'est quand même bien de garder des budgets en bonne santé pour pouvoir prévoir les futurs investissements, et aussi pour être plutôt en bonne santé en cas de crise, ou si on a une grosse sécheresse un jour, etc., avec des investissements qui arrivent et qui n'étaient peut-être pas prévus. Et c'est tout, je crois. C'est bon ? Bien, merci pour cette présentation complète et transparente. Peut-être 2 remarques. La première, là, on est interpellé par des habitants sur le live, là, sur les réseaux sociaux, sur la question du tri des déchets qui ne sont pas forcément bien réalisés dans les différentes copropriétés. Simplement leur rappeler que la métropole propose ce qu'on appelle des messagers du tri, qui sont là pour justement sensibiliser et informer chacun. Et donc, ils n'hésitent pas à se mettre en lien avec nous, et on les mettra en relation avec la métropole pour qu'il puisse y avoir cette information, cette sensibilisation. Il n'y a pas de difficulté pour le faire. La métropole et la commune, c'est le bloc communal, et ils travaillent ensemble dans le même intérêt et dans le même sens. Et puis, une deuxième remarque sur la question de l'eau et sur la question notamment des réseaux d'eau pluviale, pour marquer encore une fois la complémentarité entre la commune et la métropole.
parce que à notre niveau, quand on fait un boulot de déimperméabilisation dans les rues ou dans les écoles, eh bien l'idée c'est qu'on ait moins d'eau qui parte au collecteur et que finalement il y en ait moins à traiter, et c'est aussi une question de coût pour la collectivité, et que l'eau de pluie ne parte pas forcément à Aquapol pour traitement, mais qu'elle puisse retourner à la nature, au drac et aux nappes le plus rapidement possible. Donc c'est aussi très important et intéressant de rappeler la vision un peu globale sur ces questions de service public. Et puis peut-être dire un dernier mot pour rappeler que bon, la métropole peut avoir 1000 défauts, mais que sur ces questions de services publics de proximité qui sont essentiels et pour lesquels la sécurité, notamment pour l'eau, est une donnée première, eh bien, on sait qu'on a une structure qui est solide et qui est capable d'avoir des investissements qui sont massifs pour répondre aux différentes préoccupations. Tout à l'heure, Laura a évoqué l'incident qui s'est déroulé il y a 3 ans aux Arcelles, avec l'écroulement et les problèmes sur la turbidité de l'eau. Je ne suis pas sûr que la commune de Cécile-et-Parisé ait pu toute seule faire face à cela. Et je ne vous parle même pas de ce qui s'est passé à Vif en 2020, quand une grande partie de la ville a été intoxiquée et que les risques sanitaires ont été extrêmement importants. La sécurisation de tout cela a été faite grâce à l'investissement métropolitain qu'on n'aurait pas été en capacité, nous, de porter, que la commune de Vif n'aurait pas pu porter également à son niveau. Voilà, merci pour cette présentation. Est-ce qu'elle appelle des remarques? Non, Édouard Monet. Oui, je voulais faire 2 petites remarques pour compléter ce que disait Laura. Déjà sur Murianette, le chantier de l'usine de méthanisation a commencé cet été. Donc ça sera opérationnel d'ici 1 an et demi à peu près. Et je revenais un peu sur les tableaux qui ont été présentés, notamment sur le tri sélectif. On parlait de seulement 60% de valorisables, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas les valoriser, c'est parce qu'il y a 40% d'erreurs de tri encore à l'échelle de la métropole dans la poubelle verte. C'est-à-dire qu'il y a environ 4 déchets sur 10 qui n'ont pas leur place dans la poubelle verte. Donc il faut encore sensibiliser et faire le tri. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce taux assez faible de valorisation. Et je complète ce que disait Guillaume, hein, les habitants qui regardent et qui veulent des sensibilisations dans leur copro, n'hésitez pas à soit vous faire connaître directement sur le site de la métropole, soit au numéro vert consacré à la voirie et aux déchets, au 0800 500 027. Et dernier petit point, là, vu qu'on a remis ce tableau, il est très intéressant, je trouve, sur la destination des déchets. On voit que c'est dans la Drôme, c'est dans le Nord, et il n'y a pas les pourcentages, mais en tout, il y a 80% de ces déchets qui sont traités en France, et seulement 20% en Espagne et au Portugal. C'est pour casser un petit peu les idées reçues, comme quoi les déchets partent à l'autre bout du monde. Ce n'est pas vrai, pas pour la métropole en tout cas. Merci. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation complète et les ajouts qui ont été faits. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur l'un des 3 rapports? Non. Alors, je vous propose qu'on en prenne acte successivement. On va commencer par le premier, c'est-à-dire les déchets ménagers et assimilés. Donc, sur ce rapport-là, est-ce qu'il y a, sur la prise acte de la commune, du conseil municipal, pardon, est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Nous en prenons acte donc à l'unanimité. On passe maintenant à l'eau potable. Même question, même vote. Même vote. Et enfin, sur l'assainissement, même vote. Même vote. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous pour ce conseil municipal de concorde et d'unanimité, à défaut de débat. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à bientôt pour le prochain conseil municipal qui aura lieu le 19 novembre, 17 novembre. Merci, bonne soirée.